Versailles l'immortel, épisode 3, 1824-1923. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? C'est Pierre, en direct du château de Versailles. Mais Pierre Duchamp, votre fantôme conférencier préféré. Me revoici dans la galerie de l'histoire, dans cette salle consacrée à Louis-Philippe Ier. J'aimerais que vous m'y rejoigniez. Si vous le voulez bien. Encore ou en pensée. Vous êtes là? Parfait. Regardez ces tableaux flamboyants. Ce roi à cheval avec ses fils devant les grilles. Le même qui visite des galeries du château flambant neuves. Versailles revenant au galop. Surprenant, n'est-ce pas? Lorsque nous nous sommes quittés, en 1823, je me demandais ce qu'il allait advenir de notre immense géant endormi. Et j'avais des raisons de m'inquiéter. Quand une maison n'est plus habitée, elle s'abîme. Quand un bâtiment n'a plus de raison d'être, il dépérit. Alors vous imaginez, quand on parle de 63 000 mètres carrés d'intérieur et de 800 hectares de jardins et de bois, eh bien, même si Versailles n'était plus la demeure des souverains, c'est d'un roi qu'est venu le changement. Hé, vous ne pouvez pas faire attention. Mais c'est quoi ce bazar? Toutes ces pièces du premier étage devront être détruites. Et là, nous abaisserons le plancher. Pour la galerie des batailles, je propose que l'on condamne les fenêtres et que l'on pose une vaste verrière moderne qui donnera la lumière zénithale propice à l'admiration des tableaux. Si votre majesté nous y autorise, naturellement. Dans les appartements des princes, nous supprimerons les cheminées, les boiseries et les trumeaux de glace. Ensuite, nous nous attaquerons aux étages supérieurs. Nous y apposerons quelques dorures sur les murs. Par la fenêtre, vous aurez l'opportunité. Avez-vous reconnu la voix de Frédéric Neveu? L'architecte dont on voit le portrait dans la galerie? Non? C'est normal. Mais je vous assure que c'est bien lui que nous avons suivi dans l'une de ses visites pour les grands travaux de transformation de Versailles en musée dédié à toutes les gloires de la France, commandé par le nouveau roi, Louis-Philippe, en 1833. Oui, oui, celui-là même que l'on voit entouré de ses 5 fils dans le tableau d'Horace Vernet. Pendant les 4 années de travaux avant l'ouverture du musée, le roi est venu près de 400 fois pour surveiller le chantier. Mais attention, il ne dormait jamais dans le château. Pour un roi qui avait accepté les principes de la Révolution française et faisait le pari de la réconciliation nationale, ça aurait fait un peu trop ancien régime. Moi, ça m'a fait un bien fou, ces travaux. La vie revenait enfin. Et avec le musée, la promesse de foule pour égayer mes journées. Des maçons, des peintres, des raboteurs de parquet. Les salles et les couloirs ont à nouveau résonné d'accents de toute la France. Bien sûr, la destruction des appartements de la cour, des salons de style rocaille et des belles salles de bain, ça m'a fait un pincement au cœur. Plus une preuve pour contredire les mauvaises langues qui prétendent que personne ne se lavait à Versailles. Peut-être que le nouveau roi de la maison d'Orléans trouvait quelque plaisir à effacer le souvenir de ses cousins Bourbons. En préservant la galerie des glaces et les grands appartements, il épargnait au moins le souvenir de Louis XIV. Quoi qu'il en soit, le 10 juin 1837, tout était prêt pour une inauguration en grande pompe. Je m'étais vêtu de mes plus beaux atours, même si personne ne pouvait me voir, pour assister à cet événement qui allait transformer le château en musée. Mes hommages, chers collègues. De même, je ne pensais pas vous trouver ici. Cette soirée n'est pas trop royaliste pour votre journal? Mais non. Voyez, ce tableau qui rend hommage aux grandes batailles de 1794. Certes, mais rien sur la prise de la Bastille, ni sur le serment du jeu de paume, qui a eu lieu à 2 pas. Pour ma part, j'apprécie la place prépondérante réservée à notre défunt empereur. Toutes les gloires de la France. C'est un sujet qui ne peut pas faire l'unanimité. Vous aurez remarqué que toutes les gloires d'aujourd'hui semblent être présentes. Monsieur de Musset, Monsieur de Balzac, il y a même Alexandre Dumas et Victor Hugo. Ils ne sont pas rancuniers, ces deux-là, après avoir été écartés de la Légion d'honneur? Vous voulez une exclusivité?
Hugo vient même de féliciter le roi d'avoir fait un monument national d'un monument monarchique et d'avoir mis une idée immense dans le passé, 1789 vis-à-vis de 1688, Napoléon chez Louis XIV. Certes, mais les nouveaux tableaux sont monstrueusement laids. Je me demande à qui ont été passées les commandes et ce qu'en pense Eugène Delacroix que je viens d'apercevoir. Vous avez vu la salle des croisades au rez-de-chaussée? Pas encore. Je vous conseille de vous protéger les yeux. Je ne comprends pas que l'on ait laissé détruire ce chef-d'œuvre architectural pour y installer ces horreurs. Et cela ne va pas s'arrêter. Vous avez entendu que le musée va s'étendre à tout le château dans les années à venir, jusque sous les toits, aux attiques? Quel rabat-joie! J'applaudis pour ma part, et je gage que Louis-Philippe restera dans l'histoire comme l'homme qui a sauvé Versailles. Oh, sauvé, comme vous y allez. Je ne sais pas si le roi des Français a sauvé Versailles, mais Versailles ne l'a pas sauvé. Après son abdication, en 1848, la France n'aura plus jamais de roi. Enfin, jusqu'à nouvel ordre. Mais le château, en devenant musée, a prouvé qu'il n'avait plus besoin d'abriter un monarque pour survivre. Et je vous avoue que cette certitude m'a bien détendu. Ah oui, à 250 ans, je n'avais plus l'âge de m'inquiéter à chaque changement de régime. Et on en a connu quelques-uns. Non, il était temps de profiter des visiteurs du musée, des jeux d'eau dans les jardins chaque dimanche et des somptueuses réceptions qu'on a continué à y donner. Tenez, ce souvenir sonore, par exemple. C'était le jour où Napoléon III et l'impératrice Eugénie ont accueilli à Versailles la reine Victoria. Oui, vous avez bien entendu, Victoria elle-même. Avec Albert, bien sûr. Parce que Victoria sans Albert, c'est comme... Bon, je m'égare. Nous sommes le 25 août 1855. Et une fête mémorable est en train de se préparer. À l'opéra, on installe des tables. Pour un banquet qui me fait un peu penser à celui du mariage de Louis et Marie-Antoinette en 1770. Vous vous souvenez? Le jour de l'inauguration de la salle de spectacle. Dans les jardins, les artificiers s'activent. Et la galerie des glaces fourmille de décorateurs qui recouvrent chaque recoin de fleurs et de végétation. Il paraît qu'on va même éclairer la salle au gaz. Rien d'étonnant, même le train arrive à Versailles désormais. Mais attention, le bal bat son plein. On en est où, Maxime? Je suis perdu. Aucune idée. Je ne vois aucun des chefs d'orchestre. Ni Isaac Strauss, ni Alfred Dufresne. Quelle idée d'éparpiller les musiciens derrière ces bosquets. Je ne sais pas comment les gens arrivent à danser. Tu joues? Non. Ça fait 20 minutes que je fais semblant. Regarde la robe de la reine Victoria. Celle de l'impératrice Eugénie me plaît encore plus. Ces perruques, ces diamants. On se croirait presque sous Louis XIV. Oh, je ne savais pas que tu étais si vieille. J'imagine, Cornigo. Mais tout de même ce faste. Après le premier bal, ils offrent le banquet à 400 personnes, et puis un concert, un feu d'artifice et un second bal. Je le sais bien, je finis ma journée à 3h du matin. Ça va mettre du gras dans la soupe. Et t'as raison pour le reste. L'empereur veut se rabibocher avec les Anglais. Et quoi de mieux pour impressionner la reine qu'un petit souvenir du Versailles du grand siècle. Il a même convié tout le peuple au feu d'artifice, comme le faisait le roi Soleil. Mais tu n'es pas si idiot pour un altiste. Ma mère m'a mis un archet dans les mains quand j'avais 3 ans, mais j'ai toujours rêvé d'être diplomate. Alors profite de la soirée. Nous sommes un peu ambassadeurs de France aujourd'hui. Pour ça, il faudrait qu'on arrive à voir le chef d'orchestre. Ils n'ont pas tort, ces musiciens. Même si Napoléon III n'a jamais envisagé de changer la nouvelle fonction de Versailles, il a renoué avec certaines habitudes du grand roi. Les invitations fastueuses, par exemple. L'impératrice, elle, adorait Trianon et avait une passion pour Marie-Antoinette. Elle a même organisé, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867, un hommage à l'épouse de Louis XVI au petit Trianon, et en a profité pour y remettre du mobilier de l'époque. C'est drôle comme le passé s'invite sans cesse dans le temps présent, surtout entre les murs de ce domaine. Regardez ce tableau. C'est une scène dont je me souviens très bien.
et une période sombre pour cette maison. La galerie des glaces transformée en ambulance pour les soldats prussiens. En infirmerie, comme on dirait aujourd'hui. Les lits de camp régulièrement espacés sous les plafonds de Lebrun. Les brancards qui portent les blessés. Ça n'est pas le fait que l'on soigne ici des blessés qui m'a dérangé, non. Ce qui m'a tourmenté, c'est que notre château devienne le camp de base des Prussiens lors du siège de Paris, à partir de septembre 1870. J'avais déjà souvent entendu parler allemand entre ces murs, dans la bouche de plusieurs reines notamment. Mais là, c'était différent. C'était, comment le dire, comme une revanche pour les Prussiens. Le 18 janvier 1871, je n'en menais pas large, flottant dans la galerie des glaces au moment même où Guillaume était proclamé empereur d'Allemagne. Les grands hommes du Nouvel Empire s'étaient installés dans une tribune, à l'exact opposé de là où Louis XIV mettait la sienne. Les symboles. Toujours les symboles. Moins d'un siècle après la Révolution, Versailles est redevenu pour un temps le siège du pouvoir politique, même après le départ des Allemands. Ah bah d'ailleurs, suivez-moi. Direction l'Opéra. Regardez cette inscription à l'extérieur du bâtiment. Sénat. Eh oui, l'Opéra, qui n'était pas à une transformation près, a accueilli le Sénat français et même l'Assemblée dans un premier temps. Au printemps 1871, après les blessés allemands, ce sont les hommes politiques français qui se sont installés ici. Paris s'était insurgé. Mais si, la Commune, ça vous dit quelque chose? Bon, eh bien, en 1871 donc, Paris était en proie à de fortes insurrections. Et Adolphe Thiers, le chef du gouvernement, a choisi Versailles pour installer le gouvernement et le Parlement. Un musée, me direz-vous, pour accueillir les députés? Eh oui, et c'était reparti pour les lits de camp. Ce sont des députés revenus de Bordeaux à la va-vite que la Galerie des Glaces a hébergé cette fois. Et si je peux me permettre une indiscrétion après quelques nuits passées dans ce dortoir de luxe, ça ronfle un député français. Les ministres, eux, ont été mieux lotis. Vous avez entendu parler d'Augustin Pouillet-Quertier? Eh bien moi non plus. Mais il a eu l'insigne honneur, comme ministre des Finances, d'occuper l'appartement du roi et de dormir dans la chambre de Louis XIV. Jusqu'en 1879, le château des rois est devenu celui de la Troisième République. Comme on avait créé 2 chambres parlementaires, il a fallu construire un immense amphithéâtre dans l'aile du Midi. Les députés s'y sont installés, les sénateurs sont restés dans l'Opéra, transformés en Sénat. Vous suivez? Cet immense amphithéâtre existe toujours aujourd'hui. C'est la salle du Congrès, plus grande que l'Assemblée nationale à Paris, c'est dire. Pendant ces années, j'ai complété mon éducation politique, à force d'écouter les débats. Il y a eu de grands orateurs. Ah, les discours de Gambetta et de Sadi Carnot. Silence! Monsieur le député, vous avez la parole. Et dans les couloirs, il y en avait des intrigues. Après les courtisans, les parlementaires. J'ai vraiment tout entendu. Le pouvoir a fini par revenir à Paris, mais certains usages sont restés. On a continué d'élire les présidents de la République à Versailles jusqu'en 1954. Et aujourd'hui encore, c'est ici que les présidents réunissent le Parlement en congrès, quand le besoin s'en fait sentir. C'est rare, mais c'est amusant de voir qu'à chaque fois, il y a un petit air d'ancien régime dans le faste des cérémonies de la République. Avant de refermer ces souvenirs politiques, je voudrais vous emmener à l'Orangerie avec moi. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est l'un de mes endroits préférés du château, et l'un des premiers à avoir été construit par Le Vau alors que Louis XIV n'avait que 25 ans, puis agrandi par Jules Ardois-Mansart. Vous voyez ces grandes ouvertures vers le sud? Vous sentez ces orangers du Portugal? Je vous parlais de la Commune tout à l'heure, vous vous en souvenez? Eh bien, au printemps 1871, lorsqu'une partie des Parisiens s'est fédérée, le gouvernement est devenu versaillais, et l'armée du président Thiers a été chargée de réprimer les insurgés parisiens. Et c'est ici, dans l'Orangerie, qu'ont été détenus une partie des 35 000 communards faits prisonniers. Certains ont même été fusillés dans le parc.
moins de 100 ans après la Révolution, se rejouait le triste scénario de Versailles contre Paris et de l'élite contre le peuple. Parfois, je me demande quelles traces profondes ont été laissées par ces événements dans le cœur des Français. Mes chers auditeurs, nous voici de retour dans la galerie de l'histoire du château. Car c'est bien le château, le véritable héros de notre récit. Regardez ce portrait, cet homme qui étudie sérieusement sur son magnifique bureau. C'est Pierre de Nolhac, dont la passion pour Versailles n'a d'égal que la mienne. Il est arrivé ici en 1887, mais c'est en 1892 qu'il a été nommé conservateur et que son œuvre a vraiment commencé. Une œuvre qui pour le château pourrait être résumée en un mot. Renaissance. Pour faire bref, ce grand érudit a réussi un exploit en à peine 30 ans, celui de reprendre le château-musée de Louis-Philippe et de l'affiner, en restituant les différentes époques de la vie du château dans leur authenticité, pour rendre encore plus belle l'expérience des visiteurs. Et des visiteurs, il y en a eu dans ce début de XXe siècle. Des gens comme vous et moi. Enfin, surtout comme vous, car je n'ai pas rencontré d'autres fantômes de garde-chasse. Mais aussi des princes et des princesses. L'impératrice Eugénie, et même le tsar Nicolas II et sa famille. Versailles est redevenu à la mode, et ce n'est pas pour me déplaire. Que cherchent les promeneuses et les promeneurs dans les appartements des rois et les jardins à la française? Je ne sais pas. Mais certains semblent y faire des rencontres fort étranges. Elisabeth Morrison, Frances Lamont, je précise que ce ne sont pas vos véritables noms que vous tenez à garder secrets. Merci de répondre à mes questions pour les lecteurs de notre journal moderne des recherches psychiques. Merci à vous. Merci. Votre livre, An Adventure, qui n'est pas encore traduit en français, fait sensation en Angleterre, votre pays, et aux États-Unis. Vous y racontez l'expérience, disons-le, paranormale que vous avez vécue lors de votre visite du Petit Trianon à Versailles à l'été 1901. En effet, nous tenons à préciser que c'est un travail de recherche très sérieux et que nous avons effectué pour comprendre cette expérience et non une fiction rocambolesque. Oui, tout est vrai et nous avons été relus par les plus grands spécialistes. Très bien. Le 10 août 1901, alors qu'il faisait une chaleur étouffante à Versailles, vous vous êtes perdu dans les jardins de Trianon. Oui, nous nous sommes soudain sentis oppressés et mal à l'aise. Et là, nous avons croisé deux hommes en habits verts et en tricorne qui nous ont indiqué un chemin. Puis une jeune fille et une femme qui portaient des vêtements d'un autre temps. Et puis plus loin, une silhouette effrayante vêtue d'une cape. C'était un homme à l'air désespéré et au visage plein de cicatrices qui était assis près d'un pavillon chinois. Ensuite, vous avez vu une jeune femme avec un chapeau blanc qui était assise en train de dessiner. Exactement. Elle avait aussi un fichu vert, c'est important. Ensuite, à la porte d'une maison, un jeune serviteur nous a conduits au Petit Trianon où un mariage semblait se dérouler. Vous dites dans votre ouvrage avoir reconnu la femme qui dessinait, qui ne serait autre que Marie-Antoinette. Vous lui avez parlé? Bien sûr que non. Tout cela a été très flou, comme dans un rêve. Et ce n'est qu'après des années d'enquête minutieuse que nous avons reconnu la malheureuse souveraine. En tombant sur un portrait où elle avait exactement la même tenue. Un portrait que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est tout à fait prodigieux. Je tiens à préciser que vous êtes vous-même enseignante dans une institution prestigieuse et en aucun point versée dans les sciences occultes. Absolument pas. Nous ne nous sommes même pas parlé de cette expérience avant quelques jours et nous avons décidé d'écrire nos souvenirs chacune de notre côté. Et ils étaient absolument identiques. 12 ans plus tard, quelles sont vos explications? Nous pensons avoir eu accès aux souvenirs de Marie-Antoinette, des morceaux de mémoire qu'elle aurait laissés dans l'air. Et qui nous auraient été transmis par les ondes électriques particulièrement fortes en cette journée orageuse. Intéressant, n'est-ce pas? Je vous laisse décider par vous-même ce que vous pensez du récit de ces demoiselles anglaises. Mais ce que je peux vous dire,
c'est que certaines de leurs visions sont tout à fait conformes à mes propres souvenirs. Et vous m'entendez bien, en ce moment même, grâce à quelques prodiges électriques. Et voilà, un siècle est passé et Versailles est toujours là. Château, parc et musée, où l'on peut revivre l'histoire des derniers rois de France. Bien sûr, la Grande Guerre suspend le temps, ici comme ailleurs, et le domaine compte aussi son lot de morts dans les tranchées. Je voudrais vous montrer un dernier objet pour terminer cet épisode. C'est sur ce grand bureau de style Louis XV qu'a été signé le traité de paix entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'un côté, et l'Allemagne de l'autre, le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, à l'endroit même où l'Empire allemand avait été proclamé, 48 ans plus tôt. Le traité de Versailles scellait le sort de l'Europe. En partant à la retraite en 1920, Pierre de Nolhac devait avoir le sentiment du devoir accompli. Moi, en 1923, je sentais comme un vent mauvais souffler sur notre continent. Versailles allait-il survivre aux événements qui se préparaient et aux conséquences de son fameux traité ? À suivre. Versailles l'immortel. Une fiction proposée par le Château de Versailles. Écrite par Emmanuel Suarez et produite par Moustique Studio. Grâce au conseil scientifique de Mathieu Davina, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. Avec les voix de Pauline Ziadé, Samuel Charles, Valérie Vogt, Olivier Claverie, Laetitia Hipp, Mathieu Rinvoltz et Emmanuel Suarez dans le rôle de Pierre Duchamp. Retrouvez 400 ans d'histoire au Château de Versailles, dans la Galerie de l'Histoire, réaménagée en 2023 grâce au soutien de la région Île-de-France pour la médiation numérique. Les podcasts du Château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, dans l'application mobile du château et sur châteauversailles.fr.